Merci beaucoup, chers collègues. On reprend la séance. Monsieur le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, vous avez la parole pour 30 minutes. Je vous remercie, Monsieur le vice-président et président de séance, Monsieur le secrétaire d'État, Madame le secrétaire d'État, honorables députés. En prenant la parole pour la première fois devant cette auguste assemblée, je ressens à la fois la gravité du moment et la noblesse de votre mission. Votre institution n'est pas seulement un organe constitutionnel, elle constitue l'enceinte où se forge la volonté nationale, le siège de notre légitimité collective. Dans ce sanctuaire institutionnel se cristallisent les équilibres, se déterminent les orientations, se dessinent les horizons. Ici bat le cœur profond du peuple et de la République. Alors je me présente devant vous aujourd'hui avec humilité, certes, mais porté par la certitude que l'histoire valorise l'audace maîtrisée dans la conduite d'une diplomatie à la fois lucide, stratégique et respectueuse des équilibres du monde. Voilà pourquoi le budget que je soumets à votre examen n'est pas, comme il apparaît, un ensemble de lignes budgétaires. Il est un instrument d'affirmation, il est un vecteur de souveraineté, il est un pilier de puissance publique. En effet, comme vous le savez, dans un monde de plus en plus dur, dans un monde de plus en plus incertain, mouvant, parfois brutal, la diplomatie n'est point un luxe, elle est une nécessité vitale. L'ardeur de la tâche m'incite d'emblée à saluer avec ferveur les vaillants diplomates sénégalais, ici à Dakar comme dans nos représentations extérieures. Je voudrais ici rendre hommage à mes devanciers, de Doudou Thiam à Yassine Fall, en passant par d'éminents autres ministres comme Amadou Karim Gaye ou Moustapha Niasse. Et je suis heureux d'avoir ici dans cette salle deux éminents prédécesseurs qui ont marqué de leur empreinte la diplomatie sénégalaise. Je veux citer la brillante Aïssata Tall Sall et le très efficace, de par sa formation même, Amadou Ba, qui a été ministre des Affaires étrangères et aussi qui a été Premier ministre. Je suis ravi de vous avoir dans cette salle et d'avoir aussi bénéficié de votre encadrement quand j'étais sous vos ordres. Dans la salle aussi, nous avons un ami qui travaille ici à l'Assemblée nationale, je voudrais aussi rendre hommage, c'est l'ambassadeur Chérif Diagne, qui est le conseiller diplomatique du président. Donc je voulais rendre hommage à tous ceux qui ont eu à jouer un rôle. Je voudrais aussi saluer le secrétaire d'État qui a déjà démontré toute son efficacité dans l'exercice des missions qui lui sont confiées et la formidable équipe que j'ai avec moi ici, qui sont constituées de diplomates vaillants, travailleurs, opiniâtres dans le travail, engagés. Parce que, qu'étant du métier et les ayant côtoyés, je suis persuadé que ces femmes et ces hommes portent l'État dans leur cœur, le portent au-delà de nos frontières avec un sens du devoir qui force l'admiration. Ils travaillent presque toujours dans l'ombre et c'est grâce à eux que nous restons visibles. Ils négocient, ils influencent, ils protègent, ils incarnent dans la discrétion de chaque geste professionnel l'honneur du Sénégal. Qu'ils sachent que le Sénégal les sait indispensables et qu'il leur doit plus qu'il ne pourra jamais pleinement reconnaître. Honorables députés, plus qu'un théâtre, le monde est un champ de force. Les blocs s'y composent, les puissances s'y affrontent, les intérêts s'y entrechoquent, les alliances s'y négocient, quelquefois avec une froideur implacable. Les normes s'érodent, les équilibres vacillent. Nous sommes entrés dans une ère où la stabilité elle-même devient une conquête, mais jamais un acquis. Dans cet univers incertain, l'angélisme serait une faute politique. Comme le rappelait Raymond Aron, l'histoire est tragique
parce qu'elle est faite d'hommes et les hommes ne sont pas des anges. Ainsi, nous devons regarder le monde d'abord tel qu'il est, ensuite tel que nous souhaiterions qu'il soit. Cela signifie agir, prévoir, protéger. Cela signifie tenir notre rang avec lucidité et sang-froid. Cela signifie avoir de la vision, avoir de la sagesse. Et c'est dans cette perspective qu'il est essentiel que le budget de mon département soit à la hauteur de nos ambitions diplomatiques. Car toute rétraction du budget menace notre capacité de projection, d'influence et d'anticipation. J'ai entendu ici beaucoup de demandes pour que le ministère fasse plus, pour qu'on ouvre des centres d'émission de passeports ici et là, pour qu'on mène des actions, mais toutes ces actions ont un prix. Or, une diplomatie sans moyens et qui est sous-financée est une diplomatie muette. Une diplomatie affaiblie est un pays affaibli. Et pourtant, jamais les exigences n'ont été aussi lourdes. Le coût des missions a augmenté, le coût de la représentation a augmenté, les exigences multilatérales se sont intensifiées, les menaces transnationales se sont densifiées. Regardez ce qui se passe dans notre sous-région, à notre frontière orientale. Et surtout, le prix de l'inaction est supérieur au coût de l'action. Honorables députés, l'action diplomatique n'est pas une dépense, c'est un investissement. Un investissement pour la sécurité, un investissement pour la stabilité, un investissement pour l'influence, un investissement pour l'avenir. Comme le disait Cheikh Anta Diop, les États puissants se reconnaissent à leur capacité à prévoir et agir. Prévoir sans agir n'est rien, agir sans moyens est handicapant. Il nous faut les deux simultanément, systématiquement. Monsieur le Président, honorables députés, notre diplomatie repose sur 3 mandats majeurs. Il est important, puisque je m'adresse à vous pour la première fois, que je vous décline la vision du chef de l'État sur comment nous entendons mener notre diplomatie. Le premier mandat est celui de l'intégration africaine. Je pense que ça nous permettra de mieux saisir beaucoup d'aspects qui ont été soulignés ici dans des questions. Et cette intégration africaine constitue le premier niveau stratégique de notre diplomatie. Parce que nous pensons que le Sénégal ne saurait prospérer au milieu d'un continent qui est fragmenté, aux souverainetés dispersées et aux économies trop souvent juxtaposées plutôt qu'articulées. Notre sécurité est sous-régionale et régionale. Notre destin est continental. Notre avenir dépend de notre capacité collective à dépasser les frontières héritées pour bâtir des espaces cohérents de solidarité politique, économique et sécuritaire. Nous devons d'abord œuvrer à la consolidation d'une CEDEAO plus résiliente, plus stratégique, capable d'assumer ses responsabilités. Une CEDEAO qui ne soit pas seulement un marché commun en devenir, mais une communauté politique assumée. Une CEDEAO qui ne subit plus les crises, mais qui les prévient et les résout quand elles surviennent, comme c'est le cas actuellement en Guinée-Bissau. Au-delà, notre engagement pour l'Union africaine doit être à la mesure des enjeux continentaux. Nous voulons une Union africaine plus souveraine dans ses décisions, plus structurée dans son fonctionnement, plus influente dans les arènes globales. Une Union africaine qui parle d'une voix claire sur les grands sujets. Paix et sécurité, gouvernance démocratique, changement climatique, financement du développement, transformation industrielle, réforme du système financier international. Il nous faut donc promouvoir une Union africaine capable de passer du discours à l'action, du principe à la puissance, de la consultation à la projection. L'autonomisation financière de l'Union africaine, l'opérationnalisation de la ZLECAf sont autant de chantiers auxquels le Sénégal entend contribuer. Mais l'intégration africaine ne se limite ni à la CEDEAO ni à l'Union africaine, elle se déploie à l'ensemble des organisations régionales et sous-régionales qui structurent notre continent. En vérité, l'intégration africaine n'est ni un mythe fondateur, ni une aspiration vague. Elle n'est pas un slogan répété par tradition diplomatique. Elle est, dans un monde qui se polarise, une stratégie de survie, de protection, mais aussi de puissance collective. Le deuxième mandat concerne notre politique étrangère globale, au sujet de laquelle je n'ai pas reçu beaucoup de questions. J'ai vu que la plupart de vos questions, c'est les Sénégalais de l'extérieur. Mais il est important qu'on comprenne les fondamentaux de cette politique étrangère. Le Sénégal fonde cette diplomatie-là sur l'indépendance nationale et l'interdépendance entre les nations. Ce n'est pas une coquetterie diplomatique, c'est l'expression d'une conscience aiguë de ce que doit être un État souverain dans un monde polarisé. Et je dois dire ici que notre pays n'est inféodé à aucun camp,
à aucune puissance. Nous dialoguons avec tous, mais nous ne dépendons de personne, car la dépendance serait une abdication. Notre seul alignement, le seul qui vaille, est celui de l'intérêt national, entendu dans sa profondeur et dans sa durée. Cette conception exige une diplomatie agile, capable d'ajuster ses positions sans renoncer à ses principes, une diplomatie robuste, pouvant tenir face aux pressions, aux injections, aux tentatives d'influence. Le troisième mandat, enfin, concerne la gestion de nos compatriotes de l'extérieur, dont la place au sein de la nation ne relève ni du symbole, ni du simple attachement sentimental, mais d'une réalité sociologique majeure. Les émigrés ne constituent pas une périphérie démographique disséminée au gré des mobilités humaines. Ils sont à proprement parler une région transnationale du Sénégal, un espace vivant, dynamique, producteur de richesses, de savoir, d'influence et de fierté nationale. La diaspora sénégalaise forme un archipel humain, étendu mais cohérent, divers mais soudé par l'identité, actif dans les économies mondiales, présent dans les sciences, les arts, l'entrepreneuriat, le sport, la culture, la production de la pensée, les institutions. Elle est un levier stratégique, un prolongement de notre présence internationale, un multiplicateur d'opportunités, un dépositaire de notre réputation, un agent naturel de soft power. Chacun de nos compatriotes vivant à l'étranger porte, souvent sans en avoir pleinement conscience, un fragment du Sénégal. Sa culture, sa dignité, son intelligence, sa créativité, ses langues, son éthique de solidarité. Nos émigrés sont des ambassadeurs naturels, nos éclaireurs, nos passeurs, nos bâtisseurs de ponts entre les sociétés. À ce titre, le protéger, les servir, les accompagner, les écouter et valoriser leur contribution n'est pas un geste de bienveillance, c'est un impératif républicain absolu, une obligation d'État, un devoir de fidélité envers celles et ceux qui participent depuis l'étranger au rayonnement de la nation. Mais au-delà de la protection, il nous faut aller plus loin. Nous devons intégrer la diaspora dans la conception même de nos politiques publiques, non comme une catégorie à part, mais comme une composante majeure de la nation. Il nous faut mobiliser son expertise, ses réseaux, ses ressources, ses talents. Il nous faut faciliter son investissement dans le pays, fluidifier les démarches administratives, renforcer la portabilité des droits et inventer une relation nouvelle fondée sur le dialogue, la reconnaissance et la confiance. La diaspora n'est pas une périphérie, elle est une force. Elle n'est pas un supplément, elle est un pilier. Elle n'est pas une projection extérieure, elle est une part essentielle de notre identité collective. Donc ces trois mandats ne peuvent être exécutés dans un contexte de contraction budgétaire. J'ai trouvé le budget insuffisant par rapport au mandat de notre ministère. Et j'espère que l'année prochaine, les corrections seront faites pour que tous les moyens adéquats dont nous devons disposer soient disponibles pour nous permettre de faire face à nos missions. On ne prétend pas jouer dans la cour des nations respectées si l'on se prive des outils de son propre rayonnement. Honorables députés, le budget soumis à votre examen n'est pas seulement celui d'un ministère, il est le budget de la voix du Sénégal dans le monde. Je vous demande donc, dans les années à venir, de mieux armer le Sénégal pour le monde qui vient, un monde où les nations qui hésitent s'effacent et celles qui s'assument s'imposent. Le Sénégal est respecté, le Sénégal est attendu, donc il doit s'affirmer. Je vous remercie pour votre sens de l'État, votre patriotisme exigeant et la hauteur de vue qui éclaire vos décisions. Je m'en vais maintenant répondre aux questions et aux commentaires. Je vais essayer de faire de mon mieux pour répondre au maximum de questions vu le temps qui m'est imparti. Et je serai complété pour les questions relatives notamment au Sénégal et l'extérieur par le secrétaire d'État. Mais je ferai de mon mieux pour répondre à ces questions. Donc si certains ne voient pas leurs questions traitées et que nous n'avons pas le temps de répondre à ces questions, je vous inviterai à nous faire parvenir vos questions par écrit. C'est avec plaisir que nous allons répondre à ces questions-là. Je vais répondre aux questions par hasard. J'ai des fiches, je vais donc répondre au hasard des fiches selon l'ordre que j'ai. Pour ce qui est du CNAMS, voilà, on a parlé de la situation des travailleurs du CNAMS qui sont en grève.